Donc, bon après-midi à tous. Je m'appelle Christian Monaco. Je suis chercheur de la nouvelle UMR Secopol. Je suis un biologiste marin. Les projets ou les travaux que je vais vous présenter forment part d'un travail un peu bien collaboratif, je dirais, entre biologistes marins et entre des écologistes terrestres aussi, et qui a émergé grâce à cette nouvelle UMR, comme Guillaume et Simon disaient jusqu'à tout à l'heure. On a dessiné la UMR avec une équipe terrestre, une équipe marine et un axe transversal qui vise à nous faire discuter et à la fin vise à faire des projets qui sont vraiment implantés dans la réalité. Dans la Polynésie française, on ne peut pas séparer ces deux habitats, les marins terrestres. Donc il faut forcément travailler ensemble. Donc on essaye de le faire à partir de ce projet que je vais vous présenter. C'est un projet incitatif. On a des données, parce qu'on a commencé à travailler l'année dernière, mais c'est des données super préliminaires. Donc je vous invite à suivre un peu l'évolution du projet. Donc je vais vous parler de la vulnérabilité de cette continuum terre-mer. Donc la Polynésie française, c'est vraiment un socio-écosystème et qui dépend forcément de la richesse biologique qui est là. Et ça, c'est soit directement à travers des activités économiques comme l'agriculture, la pêche et l'aquaculture, mais aussi indirectement sur le tourisme. Donc c'est super important pour nous de protéger, de préserver cette richesse biologique qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Comme je vous disais jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, on s'est intéressé sur ce problème parce que c'est clairement important face à des menaces qui sont en train de suivre, notamment le changement climatique et l'utilisation de l'habitat par les hommes. Donc c'est des questions qu'on s'est posées toujours. Qu'est-ce qu'on fait pour pallier ce type de problématiques, pour préserver cette richesse biologique et les services aussi que ces écosystèmes ils nous donnent. Mais comme je disais, c'était toujours dans la démarche terre ou mar. Aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre qu'il faut travailler de manière intégrative. Et comme je vous le disais, on essaye de le faire avec cette nouvelle UMR et Secopol. La problématique, c'est super complexe. Dans les 12 dernières présentations, on a vu que ce n'est pas juste que des problèmes liés à l'écosystème ou à des processus écologiques. Notre groupe est limité à cet espace, l'écologie, l'environnement. Donc forcément, il faut inclure des autres spécialistes qui on est en train d'essayer de mettre dans les mélanges. Mais pour le moment, Secopol, c'est, je dirais, ciblé sur ces processus écologiques. Et on n'a pas encore commencé à discuter sur des aspects sociaux ou économiques que forcément il faut prendre en compte. Donc là, on a un milieu terrestre, on a un milieu marin, on essaye de comprendre comment ce système interagit dans le contexte de la Polynésie française. Et heureusement, c'est des questions qui ne sont pas posées juste dans la Polynésie française. On a des modèles ailleurs qui se sont posés la question il n'y a pas longtemps, mais on a quelques travaux qui ont pu suivre. Donc, on parle de ce système comme un méta-écosystème et l'objectif de ce projet, c'est connaître un peu qu'est-ce qui se passe en termes de la biodiversité terrestre, qu'est-ce qui se passe en termes de la biodiversité marine, les processus qui sont responsables des dynamiques à niveau spatial, à niveau temporel, dans chacun de ces milieux et comment ils s'influencent entre eux.
Donc c'est un peu ça les contextes sur lesquels on travaille. Donc, dans les prochaines diapos, je vais vous présenter le travail préliminaire qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et on l'a séparé dans deux approches. Donc, on a une approche qui est une approche macro, où on essaye de répondre aux questions ou de produire des données à niveau global de la Polynésie. Et après, dans un deuxième moment, on a une approche à une échelle un peu plus localisée, à l'échelle de Tahiti, avec des études de sites pilotes que je vais détailler jusqu'à tout de suite. Donc, en termes de l'approche macro, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a tout ce terrain de jeu, qui c'est la Polynésie française. C'est pas anodin, c'est un monde, c'est la taille de l'Europe. Donc, sûrement, c'est pas super simple de caractériser la biodiversité marine terrestre. Et moins encore si on parle d'un projet incitatif. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On utilise des bases de données qui sont déjà existantes. Donc là, je mis les GBIF parce que c'est finalement ça qu'on a utilisé. Il y a des autres bases de données qui sont présentes dans l'Internet, donc des ressources qu'on peut utiliser pour faire ce type d'analyse et d'arriver à répondre à des questions intéressantes. Dans un premier moment, l'objectif de cette partie du projet, c'était vraiment de tester des questions écologiques fondamentales, la théorie de biogéographie des îles, et choses comme ça. Mais à fur et à mesure qu'on a travaillé cette problématique, j'indique aussi que c'était un étudiant d'un master, Kilian Grijalva Barreiro, qui a fait le travail l'année dernière. Au fur et à mesure qu'il faisait l'analyse des données, on s'est rendu compte qu'on a un gros set de données dans la Polynésie, mais peut-être c'est pas super poussé pour faire les analyses profondes qu'on voulait faire. Donc finalement, qu'est-ce qu'on avait fait? On a extrait des données pour identifier l'information qu'on pouvait utiliser. Et on a passé les données par un processus de filtration pour vraiment les nettoyer et pour les rendre utilisables dans un deuxième moment. Et après, on a fait un travail d'exploratoire où on a identifié plusieurs biais qu'il faut prendre en compte, des biais spatiaux, par exemple, biais taxonomiques. Je ne vais pas détailler, mais des choses qu'il fallait prendre en compte. Et finalement, l'aspect visualisation. Quel type de patron on arrive à voir avec ce type de données? Je vais aller un plus vite et vous montrer quelques résultats. Donc, qu'est-ce que je vous montre là? C'est le nombre d'espèces dans les habitats marins et dans les habitats terrestres et autres. Donc, il y avait un mélange d'habitats. Donc, pour le moment, on travaille seulement soit marine, soit terrestre. Là, je vous indique aussi qu'on travaille seulement avec des animaux. Et on exclut dans cette analyse les plantes, notamment les plantes terrestres, parce que ça fait partie d'une deuxième phase d'étude. Et ouais, qu'est-ce que vous voyez là, c'est que le nombre des espèces marines sont presque 6 fois plus important que le nombre des espèces terrestres. Donc c'est une chose à prendre en compte. Et c'est aussi, ça colle un peu avec ce qu'on s'attendait à partir de la littérature. Après, on peut décortiquer un peu les données pour voir qu'est-ce qu'on a à niveau de classes ou de groupes taxonomiques et pour chacun des habitats. Donc à gauche, pour les marins, la chose qui sort, c'est qu'il y a quelques groupes qui sont bien représentés, mais surtout c'est les gastropodes, et après les crabes, les malacostraques, et après les poissons. Et cette information, c'est aussi rassurant parce qu'on voit que, par exemple, le nombre de poissons, ça colle à peu près avec ce qu'on voit dans les atlas ou dans les guides que vous pouvez acheter dans les librairies. En termes de nombre des espèces terrestres, on voit que les plus représentés ou les plus importants de la base de données, c'est les insectes. Et ça aussi, c'est rassurant parce que c'est la réalité par rapport à l'information qu'on a disponible. Après, je vais vous montrer deux diapos, un pour les marins et un pour le terrestre, pour voir comment est-ce qu'à niveau des atolls et à niveau des îles, la diversité s'est organisée. Donc, on voit de Tuamotu, Tuano, les sociétés Marquise, Gambier et Austral, et qu'est-ce qu'on voit là avec une échelle logarithme, mais on voit
les noms des espèces dans chacun des îles, dans ces archipels. Et qu'est-ce qu'on voit, comme on a mis là, une forte hétérogénéité au sein des archipels. Donc, si par exemple on pense à la société, sûrement Semorea, c'est Tahiti là, des îles qui sont super bien travaillées, mais aussi on a des îles dans le même archipel qu'on a beaucoup moins de données. Et si on regarde des autres archipels, par exemple Tuamotu, on se trouve avec des îles qui sont zéro données. Et là, c'est juste que les îles ou atolls les plus échantillonnés, avec le plus nombre des espèces identifiées dans les milieux marins. Et pour les milieux terrestres, qu'est-ce que ça sort? Je déjà indiqué qu'il y a moins d'espèces que dans les milieux marins. Mais l'autre chose que c'est intéressant à remarquer, c'est que la forme de cette distribution, c'est super aplati. Donc il y a beaucoup des îles ou atolls qu'il n'y a rien d'information, où il y a zéro espèce identifiée. Donc, notamment sur le côté terrestre, il y a un travail à faire pour compléter cette information qui manque. En général, les îles les plus étudiées dans le côté terrestre, c'est similaire que pour les marins. Et finalement, pour faire un peu écho à cette continuum terrestre, on a fait la relation par archipel entre les noms des espèces dans la Terre versus la mer. Et on s'attend d'avoir une relation positive, comme on voit dans la société, un peu dans les marquises, mais après on voit effectivement que pour les Tuamotu, les Australes, il y a du travail à faire, surtout dans la Terre. Et dans les Gambières, on a juste 12 îles, donc on ne peut pas faire vraiment une corrélation là. Et donc j'avance à l'approche numéro 2, qui fait partie de ce travail, donc des sites pilotes. Et là, qu'est-ce qu'on était intéressé à voir, c'est dans un gradient d'influence humaine ou de forçage, que ça pourrait être soit l'agriculture ou l'urbanisation, qu'est-ce qu'on voit en termes de la biodiversité. Et parce qu'on parle d'un continuum terrestre, on s'est focalisé dans des rivières on peut commencer à Vaipoiri, qui correspond à un site sauvage ou un site propre, pristine. Aoma, en la presqu'île, après Potiaï, un site intermédiaire, et après Fatawa, qui c'est le site urbanisé. Je m'excuse, Fatawa, il faut un U là, je me trompais dans toute la présentation, désolé. Et qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec cette approche de site pilote, c'est deux choses. Par un côté, faire des inventaires faunistiques et floristiques classiques, ça c'est Humboldt, si vous reconnaissez. Donc l'idée là, c'est utiliser les méthodes qu'on maîtrise et qui sont déjà fournies de données pour la Polynésie. Et en même temps, on travaille sur l'échantillonnage en base à ADN environnemental. Je vais vous présenter quelques données par rapport à cette approche d'inventaire faunistique, floristique. Et la partie échantillonnage de ADN environnemental, on n'a pas de résultat, j'assume un diapo pour défendre le travail. Donc, les 4 sites où on a travaillé, c'est, comme je disais, Vaipoiri, Aoma, Potiaï, Fatawa. Cette photo-là, c'est juste pour illustrer un peu cette gradient d'influence humaine de laquelle je parlais, de super sauvages à un site intermédiaire dans la presqu'île où il y a quelques activités agricoles ou des activités humaines, un site intermédiaire à Potiaï, et après Fatawa, vous voyez bien la densité de la ville de Papeete. Et donc la première chose qu'on a fait, pour vraiment confirmer le fait qu'on parle d'un gradient d'influence humaine qui avance de gauche à droite de Vaipoiri jusqu'à Fatawa. Et là, qu'est-ce que je vous montre, c'est des sels nutritifs qu'on a échantillonnés dans la rivière, dans cette colonne-là, dans l'embouchure et dans les récifs barrières. D'accord? Donc pour nous, c'était important d'échantillonner dans toutes ces longues rivières, embouchures de rivières et récifs barrières pour évaluer cette continuum. La première chose qui ressort là, je m'excuse aussi pour la taille des valeurs, je pense que ce n'est pas super important pour le moment, on peut discuter après si vous voulez,
La chose qui ressaltent, que c'est les valeurs les plus importantes en termes d'ammonium, nitrite, nitrate et phosphate, c'est que c'est plus élevé à la rivière, à l'embouchure, qui est dans les récifs. Et l'autre chose qui est intéressant, c'est qu'à niveau de l'embouchure et surtout à niveau du récif, il y a une variabilité importante et l'influence de cette sel nutritif se dilue un peu. Donc les effets des sites les plus importants, c'est à niveau de la rivière. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à Oma, que c'était le site de la presqu'île, là, où il y a activité agricole, il y a un niveau super élevé d'ammonium et aussi de phosphate. Et après, on voit en termes de nitrite, nitrate et de phosphate que Fatawa, qui c'est la rivière Onville, ça ressort. Donc, on a un gradient d'influence humaine. Maintenant, comment est-ce que ça se traduit? Est-ce qu'il y a des différences à niveau de biodiversité? Donc, je vous parle de qu'est-ce qu'on voit à la rivière. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec un prestataire, Virgile Massel. Ce qu'on a vu, on a utilisé une technique de pêche électrique où on était dans la rivière et on dormait les animaux et après on comptait d'abord la richesse spécifique des poissons et des crustacés dans ce cas. Et qu'est-ce qu'on voit? Entre tous ces sites, il n'y a pas une grande différence en termes de nombre des espèces, mais les différences sortent quand on prend en compte l'identité de ces espèces et leur abondance. Et c'est Fatawa vraiment qui s'écarte un peu des autres sites. En termes des espèces terrestres, on travaille avec Jean-Yves Meyer pour faire la flore et aussi avec Simon et Jaina pour faire les oiseaux. On a seulement quelques résultats pour la flore terrestre pour le site de Vaipoiri et Aoma. Ce que je vous montre là, c'est juste quelques résultats pour vous montrer que dans ces deux sites, encore Vaipoiri le plus sauvage, Aoma le plus impacté. Vaipoiri, c'est un site qui c'est un peu, c'est une espèce de forêt, mais quand même, il y a des espèces qui s'étaient introduites là pour l'homme. On a par exemple des espèces envahissantes qu'on trouve dans les deux sites. Aoma, par contre, c'est un site où il y a beaucoup plus de herbes, que c'était des herbes ornementales qu'on retrouve, qui c'était directement mis là par les locaux. Et finalement, dans le site de Vaipoiri aussi, on trouve une espèce endémique et la diversité c'est un peu plus élevée dans ce site. En termes des espèces marines, d'accord. En termes des espèces marines, deux choses que je soulignais. Dans les gradients entre Vaipoiri encore et Fatawa, si on regarde la diversité, la couverture des coraux, on voit qu'à niveau de Fatawa, il y a des coraux qui sont morts, qui sont plus élevés que dans les autres sites. Donc ça, c'est une indication aussi d'influence humaine. L'autre truc un peu intéressant, c'était en termes de couverture algale, qu'on a attendu de voir un effet sur cette gradient, on n'a pas vraiment vu un effet. Pour ce qui concerne les poissons, qu'est-ce qu'on voit? C'est on a séparé l'analyse en termes de richesse spécifique, densité et biomasse. Entre richesse et densité, on peut ignorer pour le moment. Le plus intéressant aujourd'hui, c'est quand vous prenez en compte la taille des organismes, on voit en biomasse que c'est beaucoup plus important au niveau de Vaipoiri. Et ça, c'est pour souligner aussi, c'est peut-être lié à l'effet qu'il y a une zone de pêche réglementée jusqu'à côté. Donc il y a plus de biomasse. Pardon. Et donc, je vous avais dit qu'on travaille avec ADN environnemental. Ça, c'est juste pour montrer, donner d'un papier où nous n'étions pas participants. Mais les bénéfices de ce type de travail, c'est par un côté qui nous permet de voir des espèces de petite taille que parfois on ne peut pas voir avec des méthodes traditionnelles. L'autre côté, c'est parfois on fait notre suivi classique, mais les espèces ne sont pas présentes dans ce moment-là, ou les individus ne sont pas présents là, donc ADN environnemental c'est intéressant. Mais il y a toujours un travail de validation super important. Nous, on voit cette technique qu'on va utiliser de plus en plus au futur, mais il y a vraiment un travail important à faire
au futur. Je ne veux pas parler de conclusion et perspective parce qu'on a déjà parlé. Merci à vous. Ouais. Oui, nous, pour répondre à la deuxième question, arbitrairement, nous on a appelé ces 12 sites intermédiaires, mais c'est vrai que Mona, il faut les valider avec des données. Donc, sûrement, si on fait une cartographie de la densité populationnelle, on va voir qu'ils sont intermédiaires, on a déjà une idée de ça. Avec les selles nutritives aussi, on voulait voir effectivement est-ce qu'ils sont intermédiaires dans ces contextes. Et pour répondre à la première question, c'est une super bonne question et je pense que c'est un... Ouais, je pense que c'est un choix, on se met dans les bandwagons, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais là, il y a un mouvement où il y a des gens partout dans le monde qui commencent à travailler sur ce continuum terre-mer et pas sur le littoral. Donc si peut-être dans les papiers, nous on aurait trouvé les mots littoral, on aurait pris ça. Oui, je pense que pour moi, dans ma tête, ce continuum terrestre, le mot continuum, c'est clé, parce qu'on ne le dissocie pas. Ouais. Hier, il y a eu une conférence sur les grands fonds de Sarah Samadi, et elle a présenté en fait un lien en fait entre la diversité des grands fonds et la diversité, la richesse en chlorophylle qu'on a, et en particulier aux marquises. Et dans ce que vous avez observé, est-ce que tu peux faire un lien avec ça, c'est-à-dire la richesse en chlorophylle qu'on a dans les eaux de surface et la richesse spécifique qu'on peut observer? Il ne me semble pas qu'il y ait le lien dans ton cas, mais je crois que ça serait intéressant d'approfondir ces choses-là. Oui, mais les analyses sont toujours super préliminaires. Donc, mais qu'est-ce qu'on voit en termes de chlorophylle, ça monte à niveau de la rivière. Pas beaucoup à niveau de la lagune, quand tu compares entre sites. Donc, oui, à niveau de la rivière, il faudra s'y remettre. Et surtout au niveau de metabarcoding aussi, je pense qu'on attend beaucoup sur les résultats de ces analyses. Bonjour Christian. Au niveau des sites d'échantillonnage, on voit bien où se trouvent les niveaux de l'embouchure et du récif. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez déterminé où prélever au niveau dans les rivières. Est-ce que c'est le choix par rapport à l'altitude, à la distance de l'embouchure? Ouais. Voilà. Est-ce que c'est équivalent sur tous les sites? Oui, on a choisi un site dans la rivière. Donc, dans l'idéal et avec un budget peut-être plus important, on aurait échantillonné tout au long de la rivière. Donc, on a choisi un site et les critères c'était il fallait que ça se donne la zone urbanisée, s'il y a une zone urbanisée. Et l'autre critère c'était que c'était au-dessous du premier radar. C'est ce que Virgile Massel parlait, c'est un limnologue. Donc, radar, c'est la première échelle. Si tu montes la première échelle, donc c'est de l'eau douce, c'est de la rivière. Ok, merci. Merci beaucoup, merci.